normalement, quand on est ado, on est à l'école. On est au collège, au lycée. Donc, il y a la période scolaire. Et c'est vrai qu'en fait, c'est comme nous, le travail quand on est adulte. Si on travaille, en fait, tu passes pratiquement 3/4 de ton temps au travail. Ouais. Et quand tu es au collège, au lycée, c'est pareil. Moi, la période scolaire, on va dire que de la 5e à la 3e, j'ai très mal vécu la période scolaire. Notamment le fait de devoir prendre des décisions. Ouais. T'en as parlé. Je trouve que c'est difficile à cet âge-là de choisir entre guillemets ta voie professionnelle. Mais d'ailleurs, pour partager, pour faire un petit résumé sur ça, moi, au tout début, quand j'étais au collège, je voulais devenir styliste. Ouais. Ensuite, je suis arrivée en 3e. Donc 5e, 4e, je travaillais pas à l'école, j'étais souvent absente, je séchais les cours, j'avais des heures de colle, c'était très compliqué. Quand je suis arrivée en 3e, du coup, quand je suis devenue chrétienne, je me suis mise à travailler à l'école, etc. D'ailleurs, c'est trop... Enfin, vraiment, je suis tellement reconnaissante envers cette prof parce que elle m'a tellement aidée. Et cette prof, je lui ai dit, bon, j'aimerais devenir styliste. Et du coup, il fallait que j'aille au lycée professionnel, faire un bac pro, styliste, etc. Et du coup, elle m'a dit, bon, Estelle, c'est très bien. Elle comprenait en fait, genre, j'ai encore les conversations en tête. Elle m'avait dit, bon, c'est très bien, c'est des beaux projets, etc. Mais je te conseille de faire un bac ben, c'était général, du coup, en seconde. De faire ta seconde générale et après tu choisiras si tu veux retourner en pro, technologie, etc. Et du coup, je l'ai écouté. Et en fait, quand je suis arrivée au lycée, je voulais devenir agent immobilier, rien à voir. Et au final, bon, tout mon cursus scolaire a été différent parce qu'aujourd'hui, je suis pas agent immobilier. Tout ça pour dire que c'est tellement dur. Je trouve qu'on nous met beaucoup de pression, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Ouais, c'est clair. Et tout ça pour dire que ma période scolaire a été compliquée. Et notamment, j'ai pas eu de harcèlement. Je veux pas dire que c'est de l'harcèlement, vraiment mettre le mot harcèlement sur ce que j'ai vécu, mais j'ai quand même vécu un peu d'harcèlement. Moi, ça a été plus par rapport à mon physique, j'en ai parlé. Notamment un garçon qui était dans ma classe, qui se moquait beaucoup quand j'allais en sport, il se moquait beaucoup de moi, il me donnait des surnoms par rapport à mon physique. Je l'ai vraiment très mal vécu. Ouais. Moi, la période scolaire, ça a été compliqué. Toi, tu l'as vécu comment ? Moi, c'était très difficile aussi parce que, à la base, je partais franchement du bon pied. J'avais beaucoup de bonnes notes. J'ai jamais spécialement aimé les cours. Je réussissais bien. Je pense que j'avais peut-être des facilités dans certaines matières, d'autres non. Mais j'ai jamais vraiment aimé l'école. Le système scolaire me correspondait pas forcément, mais je réussissais quand même assez bien, j'avais des bonnes notes, tout ça. Par contre, le choix du métier, ça a été pareil, ça a été un peu chaotique. Moi, c'est pareil, au début, je voulais être artiste peintre, alors que je ne sais pas dessiner. Ensuite, j'ai voulu, pendant de très nombreuses années, j'ai voulu être prof d'histoire. Et c'est là que tu vois l'importance de l'influence des gens. En fait, ce qui m'a dégoûtée de ce métier-là, c'est un prof que j'ai eu qui était très violent verbalement et qui m'a complètement dégoûtée du métier. Pourtant, j'aime beaucoup l'histoire, c'est un sujet qui me passionne, mais j'ai dit, vas-y, jamais je serai prof d'histoire à cause de ce monsieur-là. Après, j'ai voulu être hôtesse de l'air. Et au final, moi, l'histoire du métier, ça a été un peu rigolo parce que j'aimais beaucoup, j'étais fan du Japon à l'époque. Il y avait un atelier au collège qui parlait de ça, du Japon, de la culture japonaise. Il y a eu une leçon sur l'art floral japonais et avec une fille de ma classe, on s'est dit, vas-y, on fait fleuriste plus tard. Et moi, je l'ai fait. Elle, je sais qu'elle n'est pas fleuriste aujourd'hui, mais ça m'a challengée. J'ai dit, vas-y, j'essaye. Moi, ça a été l'inverse de toi. Les profs, ils voulaient pas que je fasse ça. Mais en fait, ils voulaient pas que je fasse ça parce qu'ils me disaient, ben non, Charline, t'as les capacités d'aller plus loin. Tu pourrais faire un métier tellement mieux rémunéré. Et moi, en fait, j'ai vécu ça un peu comme une provocation. J'ai dit, bah, si on me dit ça, je vais faire l'inverse. Et je ne regrette pas, puisque aujourd'hui, ça fait 10 ans.
que je suis fleuriste. Et voilà, peut-être plus tard je changerai, je sais pas trop, mais moi, voilà, niveau scolaire, ça a été comme ça. Côté harcèlement, ça a été un peu compliqué pour moi. J'ai été énormément moquée, en fait. Toute ma scolarité, j'ai vécu beaucoup de moqueries, que ce soit sur mon physique, mais aussi par rapport à ma personnalité. Parce que comme je te disais tout à l'heure, j'ai jamais compris pourquoi on rigolait pas à mes blagues, pourquoi personne... Enfin, en fait, tout le monde me trouvait bizarre et j'avais l'impression, chaque fois que j'arrivais quelque part, qu'on me trouvait bizarre. Et effectivement, c'était vrai, on me trouvait bizarre. Voilà, moi, ça me brisait le cœur, en fait, que les gens ne comprennent pas qui je suis. Souvent, les gens mettaient beaucoup de temps à voir que j'étais pas une fille bizarre. J'avais juste une personnalité plus affirmée. Voilà, j'aime bien faire des blagues un peu nulles. Bon, j'ai le rire facile. Puis j'assume vite mes bêtises, tu vois. C'est comme ça que je suis et j'en suis très contente. Chaque fois qu'on arrivait quelque part, j'avais ce regard sur moi elle est bizarre. Et du coup, ça me suivait tout du long de l'année scolaire. Et j'ai subi énormément de moqueries, quelques violences physiques plutôt en primaire, pas beaucoup, mais c'est arrivé 2-3 fois. Et ce qui était très compliqué aussi pour moi, c'est que du coup, il n'y avait aucun garçon qui était attiré par moi. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que j'ai été protégée vraiment de ne pas sortir avec des garçons, tout ça, jusqu'à ce que je donne ma vie à Jésus, en fait. Mais voilà, ça a été vraiment compliqué, surtout qu'il y a une période, quand le dernier déménagement qu'on a fait avec mes parents, je me suis retrouvée dans un nouveau collège, en 4e, donc tu as déjà fait tes 2 premières années de collège, tu as tous tes copains-copines que tu as enfin réussi à te faire des amis, et tu arrives dans un endroit, une ville toute petite, avec des gens que tu connais pas, et tu te retrouves avec les gens de ton collège, il y en a plein qui sont à l'église aussi avec toi. Ces gens-là, ils se moquent de toi, mais du coup, ils se moquent de toi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi au collège, samedi au groupe d'ados, dimanche matin à l'église. Ouais. Ça a été, franchement, ça a été très dur. Parce qu'on s'est beaucoup moqué de moi parce que j'étais la fille du pasteur, parce que j'étais très grande, parce que j'avais des lunettes en appareil dentaire, pour tout un tas de raisons qui n'étaient pas valables, mais qui m'ont fait très très mal. Et ça a fait chuter mes notes un petit peu à l'école. J'ai pas été en décrochage ou quoi, mais j'ai vraiment eu une baisse de motivation, un gros problème avec la confiance en soi. Et franchement, merci Seigneur, parce que à cette période-là, c'est une période où j'ai fait des colos l'été, où j'ai rencontré des gens complètement différents, qui m'aimaient vraiment pour ce que je suis, qui appréciaient mon caractère, avec qui je rigolais beaucoup et qui étaient chrétiens, donc avec qui on a pu construire aussi des liens plus spirituel, plus profond, plus sain. Vraiment jusqu'au lycée, ça a été compliqué. Et je l'ai vraiment très mal vécu. Donc je peux comprendre vraiment ceux qui le vivent. Encore, moi, j'ai pas vécu de cyberharcèlement, puisque c'était pas vraiment d'actualité, disons. Ça commençait tout juste. Mais j'ai pas vécu ça et franchement, merci Seigneur, parce que je pense que j'aurais eu de très très gros problèmes de santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, j'ai encore des blessures à cause du harcèlement que je suis en train de travailler. S'il y avait eu du cyberharcèlement, je pense que j'aurais été très très loin dans les gestes que j'aurais eu envers moi-même, des gestes violents, tout ça. Je pense que ça aurait été compliqué. Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui aux personnes qui vivent de l'harcèlement scolaire, harcèlement physique? Qu'est-ce que toi tu conseillerais aux ados? Vous l'entendez tout le temps, mais en parler. Oui. En parler, vraiment, c'est important. C'est pas la honte d'en parler, mais en parler à des adultes. Les gens de votre âge, ils le voient que vous êtes harcelé et ils ne peuvent rien faire. Et c'est normal parce qu'ils sont impuissants. Ils s'exposent à être moqués s'ils prennent votre défense. Donc des fois, ils prennent des décisions qui sont pas trop des décisions d'amis. Mais je peux comprendre aujourd'hui. C'est par peur, tu n'oses pas défendre quelqu'un qui est harcelé. Par contre, si toi tu es harcelé, tu peux aller en parler à un adulte. Ou si tu connais quelqu'un qui est harcelé, tu peux aller en parler à un adulte. Ça, c'est un bon moyen de défense, d'en parler à un adulte au lieu d'essayer de le défendre face à ses agresseurs, parce que ça t'expose aussi à la violence et c'est compliqué. Mais moi, j'ai pu en parler beaucoup à ma mère et j'ai pu en parler beaucoup à mes moniteurs d'ado aussi. Et après, franchement, trouvez-vous d'autres amis, quoi. Ouais. C'est dur à entendre ça, de devoir lâcher son cercle d'amis qui se moque de toi. Enfin, son cercle d'amis, t'as l'impression que c'est ton cercle d'amis.
Mais moi, j'avais tellement envie d'attirer les gens populaires, les gens cool du collège et tout ça, que du coup, je m'approchais d'eux et je m'exposais à ces moqueries. Mais ça, c'est vraiment une erreur, en fait. Il y a forcément une ou deux personnes dans ton collège qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi et qui se moqueront pas de toi. Ceux qui sont à l'église, vous pouvez vous trouver vraiment des amis qui sont très sains et qui vous aideront à avancer aussi. Il faut arriver à se construire des amitiés qui sont saines. Et c'est pas grave si tu plais pas à tout le monde. C'est pas grave si les gens populaires ils veulent pas de toi. Comme je disais tout à l'heure, malheureusement, c'est des gens qui n'ont pas vraiment de vrais amis. C'est des gens qui te trouvent cool, tout ça. Mais c'est tellement plus précieux de construire des relations solides et saines avec des gens qui te comprennent, des gens qui se moquent pas de toi. C'est dur à trouver, mais c'est possible. Si tu trouves pas des super amitiés au collège, c'est pas grave. T'es pas obligé de chercher à plaire à tout le monde. Des fois, on est un petit peu seul, mais rentrer à la maison, peut-être que ça va mieux et que tes super copains, c'est peut-être tes frères et sœurs et c'est ok. Et le collège, c'est 4 ans dans une vie. Après, ça passe. Et si tu vis du cyberharcèlement, je sais que c'est dur, mais enlève les réseaux. Porte plainte si c'est trop grave, que ce soit cyberharcèlement ou harcèlement scolaire. C'est des choses qui sont punies aujourd'hui par la loi. Il faut en parler à un psy. Il ne faut pas être tout seul. Mais il ne faut pas chercher à s'entourer des mauvaises personnes, du coup. Il y a le numéro aussi 3018 pour les personnes qui vivent de l'harcèlement, mais aussi pour les personnes qui connaissent des copains, des collègues de classe qui vivent du harcèlement. Il y a des numéros qui existent. Je ne sais pas ce qu'ils font derrière, le travail qu'il y a derrière, mais ça c'est important. Ça permet d'avoir quelqu'un à qui parler déjà. C'est pas être une balance que d'aller appeler quelqu'un et de dire écoutez, je sais pas trop quoi faire. Moi j'ai peur de défendre cette personne parce que j'ai peur de me faire taper moi aussi. Je vous donne son nom, je vous donne le nom des harceleurs. Aidez-la quoi. Aidez-la. Ou contacter ses parents. Je sais pas ce qu'il faut faire, l'établissement, je ne sais pas. Mais ça peut être fait de manière très discrète, de manière anonyme. Tu peux appeler et dire voilà, elle, tout le monde se moque d'elle. Et voilà, je veux pas que qui que ce soit sache que c'est moi qui ai appelé, mais je vous le dis. Et voilà, ça me rappelle une histoire. Moi, j'avais eu... c'était en 4e. J'avais une amie, entre parenthèses, qui avait donné mon numéro de téléphone à une autre fille. Et cette fille-là, je la détestais, entre guillemets, parce que c'était la peste. Voilà, les ados peuvent comprendre. Et en fait, cette fille-là, elle m'a appelée en numéro privé. Et elle m'a insultée. J'avais reconnu la voix de la fille et j'ai dit à la fille, quand j'étais pas chrétienne du tout, je connaissais pas Jésus encore en 4e, j'ai dit à cette fille, c'est très simple, tu veux faire la maline entre guillemets, tu vas voir. Donc j'en ai parlé à personne, à part à mes copines, qui du coup ont dit, t'as raison, il faut se défendre, si, ça. Et je suis arrivée à l'école et en fait j'ai frappé cette fille. Et avec du recul, aujourd'hui, je regrette tellement d'avoir fait ça. Et sur le moment, je me disais, c'est cool, comme ça tu t'affirmes et tu montres aux autres que, en fait, faut pas te chercher, tu vois. Alors que ça cachait tellement une souffrance derrière. Enfin, je cachais en fait cette souffrance. Et du coup, comme j'en ai parlé à personne, à part mes copines, mais du coup, ça nourrissait cette haine en moi. Et du coup, ça fait cet effet de boule de neige. Et dès que je me suis retrouvée face à cette fille, et j'ai demandé après pardon à cette fille, et c'est pas facile parce qu'il faut avoir du courage pour demander pardon, etc. J'ai demandé pardon à cette fille quand je suis devenue chrétienne, et c'était des années. Oui, je pense que c'était 2 ans après. J'avais plus du tout de contact avec cette fille, mais j'avais cette culpabilité en fait en moi. Et lui, il avait mis le doigt dessus en fait. Et après, ça te demande du courage de demander pardon, t'as la culpabilité, ça crée aussi une image de toi. Enfin, je confirme ce que tu dis dans le sens où c'est tellement important de parler avec quelqu'un. Et comme tu dis, pas forcément parler à tes copines. Tu peux en parler à tes copines, mais ça dépend de qui est tes copines aussi. Et c'est ça en fait, c'est normal de ressentir de la haine, de l'injustice, mais en fait, ça veut pas dire que tu vas agir de la bonne manière. Il vaut mieux garder son statut de victime, entre guillemets, plutôt que de devenir le reflet de ton agresseur. Et puis, d'aller en parler à un adulte
un adulte de confiance, ce sera peut-être le moyen que cet adulte aussi, il te montre qui tu es vraiment toi. Parce que les insultes que tu reçois, après, tu les digères et tu les crois au fur et à mesure, surtout quand ça dure des années. Moi, ça a été mon cas. Il y a des insultes que j'ai reçues, je les ai crues, quoi. Que j'étais nulle, que j'étais pas belle, que j'étais grosse, alors que rien de tout ça n'était vrai. Qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué que mes notes ont baissé, puisqu'on me disait que j'étais nulle. Si je suis nulle, pourquoi j'ai 15 de moyenne? Si j'ai 12, c'est quand même peut-être plus acceptable pour une nulle, tu vois. Si je suis moche, à quoi bon prendre soin de moi? Si je suis grosse, à quoi bon devoir manger. Voilà. Et j'invite vraiment les parents quand vos enfants ils viennent vous dire on m'a dit que j'étais nulle. Ne va pas dire à ton enfant mais non, c'est pas vrai, t'es pas nulle, oh là là, n'écoute pas, de toute façon ils sont jaloux. Parce que ça, c'est des phrases bateaux qui ne résolvent rien. Oui, le harcèlement, de la part du harceleur, ça cache une souffrance, peut-être une jalousie intérieure, machin, mais lui, il s'en rend pas compte, tu vois. Si tu vas lui dire au harceleur, de toute façon, tu dis ça parce que t'es jaloux, il va se moquer encore plus de toi. Non, quand ton enfant, il subit du harcèlement, au lieu d'aller juste minimiser sa souffrance en disant non, mais c'est pas vrai, t'es pas nul, les crois pas. Non, mais valorise ton enfant. On te dit que t'es nul? Allez, viens voir, je vais te prouver le contraire. Regarde là, tu te souviens de ce que t'as fait là ce jour-là? Tu crois que c'est quelqu'un de nul qui aurait pu faire ça? Attends, regarde là, t'as gagné ton match la dernière fois, ok? Tu te souviens du texte que t'as écrit en poésie là, que t'as sorti de toi-même, de ton propre cerveau? Tu crois que c'est nul ça? Prouve à ton enfant l'inverse de ce qu'on lui dit. Va pas juste lui dire mais non, t'es pas nul. Ça veut rien dire ça. Moi, si on me dit non, t'es pas moche, ok, c'est quoi la suite? Enfin, je suis pas moche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis belle, mais ça veut dire quoi que je suis belle? C'est quoi qui est beau en moi? Donc, dis-lui à ton enfant qu'est-ce qui est beau. Parce que dire t'es belle, pour un ado, ça veut rien dire. C'est important de décrire et d'encourager, de dire à ton enfant j'aime beaucoup ce que tu portes aujourd'hui, ça te met en valeur. C'est joli quand tu fais une couette, ça te va bien. Je vois que tu progresses là au basket, je suis vraiment fière de toi. Et si tu construis comme ça ton enfant avec des paroles tous les jours, même si tu es un peu en conflit avec ton gamin, tu lui donnes une parole valorisante et ça va permettre de diminuer la souffrance que le harceleur il crée en tant que victime. Si tu apprends que ce qu'il dit là lui, c'est pas vrai, t'es pas obligé d'aller lui dire. Ce que tu dis c'est pas vrai parce que moi je suis belle. Non, ça va être pire. Après il va te sortir tout l'inverse. Tu le dis dans ta tête. Lui il me trouve moche. Ok. Mais moi, mes parents, ils m'ont dit que j'étais belle parce que telle chose. Mes parents, ils m'ont dit que j'étais douée dans tel domaine. Et vraiment, tu construis ton enfant comme ça. Si tu apprends que ton enfant il est harcelé, déjà il faut agir auprès de l'établissement, tout ça, bien sûr. Mais ensuite, il faut renverser la donne et lui prouver l'inverse, quoi. Lui prouver qu'il est aimé, qu'il n'est pas tout seul et lui donner les raisons. Vraiment nommer les raisons de pourquoi c'est pas vrai ce qu'il dit. Je suis en train de penser à quelque chose par rapport à la période scolaire aussi. Il y a un truc qui m'a vachement aidée parce que moi, je détestais par exemple les maths. Il y avait des matières que forcément... Moi aussi. Il y avait des matières que j'aimais plus que d'autres et ça c'est normal. Un conseil aussi qui est important, je pense, pour les ados qui stressent, Déjà, je pense que c'est important de travailler aussi. Je pense que les bonnes notes, ça tombe pas du ciel. T'auras à travailler toute ta vie, donc si t'apprends déjà à travailler quand t'es ado... C'est ça, ça t'apprend déjà... Voilà, ce sera tellement plus simple plus tard. Et je pense que on se rend pas compte, mais c'est hyper important en tant qu'ado de prier aussi pour son année scolaire. Ouais, c'est clair. Pour ceux qui ont la foi, vraiment de prier pour ça, de dire à Dieu, moi j'ai peur, je stresse pour mes examens, moi j'arrive pas dans telle matière, j'arrive pas, Seigneur motive-moi, aide-moi à bien travailler, de prier aussi pour ses fréquentations. Je sais que moi j'avais prié, j'étais très proche d'une fille que je connaissais depuis, je crois, mes 7 ans. Wow.
Et en fait, on a entre guillemets grandi ensemble. Et c'est une personne que je porte encore aujourd'hui dans mon cœur, vraiment. Mais il y a eu une période où, forcément, elle était adolescente aussi et c'était très compliqué. Et quand j'ai donné mon cœur à Jésus, j'avais pas la paix parce que forcément toutes les deux, elle avait pas la foi aussi, donc ça veut pas dire que c'était une mauvaise personne, qu'elle avait pas de valeur. Cette personne-là ne m'aidait pas à avancer entre guillemets dans la sanctification, si je peux dire. Et en fait, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit bon Seigneur, c'est dur, mais s'il y a des mauvaises personnes entre guillemets, des mauvaises personnes, des personnes aussi qui ne m'aident pas à avancer dans ma vie, aide-moi à les sortir de ma vie aussi. Et cette fille-là, elle est petit à petit sortie de ma vie pendant un temps. Ça a duré un certain temps. Et ça a été que bénéfique pour moi et peut-être même pour elle. Mais je trouve que c'est important de prier aussi pour ça. Pour que Dieu il garde notre cœur aussi, même par rapport aux relations amoureuses. Si c'est trop dur pour toi, là tu vois Seigneur, j'ai des sentiments pour ce garçon, s'il te plaît, aide-moi. En fait, Dieu c'est notre meilleur ami. C'est censé être notre meilleur ami. Jésus il veut être notre meilleur ami. Et c'est hyper important de tout lui confier. Vraiment tout, faut pas avoir honte en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre meilleur conseiller que Dieu. Je trouve que cette perception de Dieu, cette facette entre guillemets de Dieu, elle est super importante quand t'es ado. Même quand t'es adulte, c'est toute ta vie. Mais surtout quand t'es ado et que l'amitié c'est très compliqué. Ouais, puis c'est important de vraiment le réaliser et de demander à Dieu de le vivre, ce côté amitié avec lui. Je peux vraiment comprendre, quand t'es ado, tu te dis ouais mais Dieu, mon meilleur ami, ouais mais j'ai envie aussi d'avoir des amis. Mais ça n'empêche pas déjà que tu aies des amis. Mais je peux t'assurer que si Dieu c'est ton ami principal, ton confident principal, celui vraiment en qui tu places ta confiance en toi aussi, celui que tu crois, parce qu'il y a des vérités dans la Bible qui parlent de qui on est, qui sont tellement importantes à avoir quand on est dans cette période où tu n'as pas confiance en toi, où tu te construis. Dans la Bible, c'est écrit, Dieu il dit « je t'aime ». Tu es une créature merveilleuse. On ressent tellement d'amour quand on lit la parole de Dieu et quand on a une relation avec lui. Et l'amour, c'est ce qu'on cherche quand on est ado. Donc si tu fais de Dieu ton meilleur ami, et ça peut paraître compliqué cette notion-là d'être meilleur ami avec quelqu'un que tu vois pas, tu peux pas faire de selfie avec, tu peux pas aller au bowling, qu'il fasse une partie avec toi, machin. Mais malgré tout, Dieu, il est toujours là. Donc quand tu vas au bowling avec tes potes, il est là. Il faut vraiment l'inclure dans ta vie, dans ton intimité. Et ça apporte vraiment un plus. Parce que quand t'es seule, moi il y a des moments au collège où j'étais seule parce que, admettons, la seule amie que j'ai à l'époque, elle est malade ce jour-là donc elle vient pas. T'es seule, quand tu sais que Dieu c'est ton ami, tu peux lui parler. Si personne n'est en train de te parler pendant la récré, toi dans ta tête tu peux lui parler et ça te fait passer le temps plus vite et ça te donne un peu plus de confiance en toi et tu te dis non je suis pas seule, les gens ils pensent que je le suis mais moi je le suis pas et j'ai un ami que j'aurai pour toujours et c'est Dieu quoi. Et c'est le seul qui peut comprendre en plus ce qu'on a vécu, il a été ado aussi. Je sais pas ce qui s'est passé pendant l'adolescence de Jésus mais c'est écrit dans la Bible qu'il a vécu toutes les tentations. Donc il est le seul à pouvoir comprendre ce qu'on vit en fait. Complètement. Il a été tenté en toutes choses. Donc il a eu des tentations d'adolescent, il a eu des galères d'adolescent, peut-être qu'on s'est moqué de lui aussi. Et même si t'es pas harcelé, que t'es un peu l'ado cool du collège, Jésus ça peut être ton meilleur ami aussi. Parce que justement quand t'es cool aux yeux de tout le monde, tu sais pas qui t'aime vraiment, qui est là que par intérêt, alors que Jésus il est pas là par intérêt parce que tu peux lui servir à quelque chose, tu peux faire de lui quelqu'un de cool, machin, non. Il est juste là pour t'aimer en fait. Et puis c'est tellement plus facile après pour ta vie d'adulte quand t'as appris à faire de Jésus ton ami. Complètement. Pour la suite, c'est tellement plus simple. Parce que quand t'es adulte et que t'as pas eu cette habitude-là, je pense que c'est très compliqué d'apprendre à te confier à Dieu au lieu d'aller te confier à tout le monde et raconter toute ton intimité à tout le monde. Alors que tu peux le dire à Dieu, c'est vraiment un plus. C'est une valeur assurée pour ton avenir et pour ton bien-être actuel, mais pour ton bien-être futur aussi. Il y a un papa qui m'a envoyé un message. J'ai une fille qui est pré-ado
et j'aimerais savoir comment on fait pour préserver au maximum nos enfants du courant du monde, surtout avec l'ère des réseaux sociaux, mais aussi avec ce qui leur est enseigné à l'école. Bien évidemment, notre base c'est Jésus et la Bible, mais côté pratique, comment les parents peuvent gérer cette étape dans la vie de leurs ados. Bon, du coup, en fait, dans tout le podcast, on a donné des conseils par rapport aux parents, tout ça. La question de base, c'est comment on fait pour préserver au maximum nos enfants du courant du monde. Je pense qu'il ne faut pas chercher à couper son enfant du monde parce que ça aura forcément l'effet inverse. Parce que ton enfant, il sera forcément à un moment au collège parce que l'école, c'est obligatoire et qu'il entendra parler de choses qu'il ne comprend pas et ça l'amènera forcément à avoir un état de rébellion parce que ouais, tu m'interdis d'avoir les réseaux, je peux pas être comme les autres, machin. Ça apportera des problèmes de couper complètement ton enfant du monde. Tant qu'il est encore pré-ado, c'est toujours le moment d'instaurer des règles par rapport au téléphone. Instaurer que quand il est sur les réseaux, c'est en ta présence, par exemple, ça peut être une chose comme ça. Quand il est sur son ordi, c'est avec toi aussi. Il peut y avoir plein de choses mises en place qui faciliteront ce problème-là des réseaux sociaux et d'Internet. Maintenant, il ne sera pas préservé de certaines choses dans le sens où il va entendre des choses à l'école et c'est inévitable. Tu peux pas ne pas le mettre à l'école parce que les enfants parlent de sexualité, de pornographie, de non-binarité, d'identité de genre, de drogue, d'alcool et de tout plein de choses comme ça. Maintenant, si dès le début, tu instaures un climat de confiance avec ton enfant, dès qu'il est tout petit, ça commence dès le plus jeune âge. Si dès le plus jeune âge, tu apprends à ton enfant que son corps est précieux, qu'il a de la valeur, que Jésus l'aime, que Jésus est son meilleur ami, que la vérité se trouve dans la Bible. Et si tu apprends à ton enfant à avoir confiance en toi, à ne pas avoir peur de toi, parce que si tu fais ça, tu es sûr que ton enfant il va aller vers des choses, tu n'as pas envie qu'il aille voir, mais s'il n'y a pas de climat de confiance avec le parent, il va avoir confiance en ses copains de l'école. Ouais. Et il va aller vers ces choses-là. Mais s'il a suffisamment confiance en toi pour te dire papa, à l'école j'ai entendu ça, j'avais jamais entendu ça avant et je sais pas, je me suis sentie un peu mal à l'aise. Est-ce qu'on peut en parler s'il te plaît? Il devrait pas y avoir de tabou dans une famille, il faut pas avoir peur de certains sujets. C'est important de se renseigner en tant que parent. C'est important de voir ce qu'il y a sur les réseaux sociaux en tant que parent. Moi je pense que c'est important que les parents ils aient les réseaux sociaux. Même si c'est pour y passer 5 minutes dans la semaine, mais au moins pour se tenir informé de ce que les enfants regardent. Des films à la mode sur Netflix, des chanteurs à la mode en ce moment. De s'intéresser. Voilà, de s'intéresser et de s'intéresser sur le pourquoi les ados aiment ces choses-là. Parce que si tu n'écoutes en tant que parent que ce qui est dit aux infos, parce que les infos c'est fait pour les adultes et forcément ça va dénigrer les choses pour les enfants, que si tu te mets à leur hauteur et que tu essaies de comprendre pourquoi ça te plaît, pourquoi tu es curieux de ce sujet-là, pourquoi tu es gêné avec le fait d'être une fille ou le fait d'être un garçon, pourquoi machin. Si tu t'intéresses à ces sujets-là, tu auras des réponses à apporter à ton enfant. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, on a plein de réponses super par rapport à plein de sujets. Il faut se renseigner, il faut s'intéresser, il faut se donner les moyens de comprendre ton enfant. La plupart des choses c'est gratuit, donc c'est pas la peine de dire mais non mais moi j'ai pas les sous d'acheter tous les livres sur l'éducation, machin. On a tellement de contenus qui sont bien faits et à la portée de tous. On n'a aucune excuse en tant que parent sur le fait que je peux pas comprendre ce que regarde mon enfant, machin. Tu y as accès. Si ton enfant y a accès, toi tu y as accès encore plus facilement en tant qu'adulte. C'est important vraiment d'instaurer ce climat de confiance et de compréhension. C'est important de faire le point avec ton enfant très régulièrement sur écoute, en ce moment je vois qu'il y a un petit changement en toi, j'aimerais bien qu'on en parle, j'aimerais bien qu'on parle du fait que je te vois beaucoup écrire à ce garçon, est-ce que tu veux bien qu'on en parle s'il te plaît? Je vois que ces derniers temps tu te maquilles un peu plus, est-ce qu'on peut en parler? Voilà, il y a tellement de choses, mais c'est vraiment le dialogue. Il n'y a pas plus important que ça.
que ce soit dans le couple, dans la famille, dans les amitiés et tout ça. La connaissance et le dialogue, la confiance. Te braque pas si ton enfant il a fait un truc qui te plaît pas. Parce que si tu te braques tout de suite, tu peux pas comprendre pourquoi ton enfant il a fait ça, pourquoi il a dit ça et pourquoi il a cherché ça sur internet. Pourquoi il t'a demandé d'acheter ça. Et s'il n'y a pas de relation de confiance avec ton enfant avant son adolescence, ce sera automatiquement un petit peu plus compliqué, mais c'est pas irréversible. Ça peut, avec vraiment beaucoup de progression et de travail, s'instaurer pendant une crise d'adolescence, mais c'est une question de dialogue et d'intéressement. Et puis, il faut donner les moyens à ton enfant aussi oui, s'il a envie d'avoir ces chaussures qui sont à la mode et que tu peux te le permettre, fais-lui ce plaisir de temps en temps. Au lieu de te braquer contre tout ce qui existe dans le monde, parce que tout n'est pas mauvais en fait. Les tutos maquillage, c'est pas mauvais. Je veux dire, t'es pas obligé d'acheter toute la panoplie de maquillage à ta fille, mais voilà, si elle a 14 ans et qu'elle a envie de mettre un peu de rouge à lèvres, demande-lui pourquoi. Et puis si c'est ok, tu commences par un baume à lèvres teinté, tranquille. Il y a tellement de solutions qui vont faire en sorte que ton gamin, il a confiance en toi progressivement et qu'il va pouvoir te parler des sujets un peu délicats. Si tu lui montres qu'il n'y a pas de tabou, que tu peux tout entendre. Le force pas à parler parce que ça peut avoir l'effet inverse. Voilà, des petites phrases qui peuvent lui faire confiance, qui peuvent te parler de tout. Pour les changements corporels, c'est important de voir ça en amont. Il va se passer ça, ça va peut-être te perturber un petit peu, mais on est là, ensemble. Tu vas grandir, on peut voir pour t'acheter de nouveaux vêtements de temps en temps. On peut, voilà, c'est de la confiance et de la mise en valeur aussi. Il faut mettre en valeur ton enfant parce que c'est une période où t'as pas confiance en toi du tout. Donc c'est tellement important de dire à ton fils qu'il est beau, à ta fille qu'elle est belle, de lui dire pourquoi, de lui dire pourquoi tu es fière de lui ou d'elle, de lui donner vraiment de la valeur, mais des détails de valeur. Et ça va tellement l'aider à progresser dans le bon sens. Et ça va le pousser à faire de meilleures choses. Ça va lui donner vraiment confiance en lui et ça l'aidera à se développer de la bonne façon et aussi à s'approcher de Jésus du coup. Parce que s'il a le bon exemple de parent, s'il voit que son parent est épanoui aussi, en tant que parent, il faut que tu t'occupes de toi-même aussi. Faut que tu prennes soin de ton corps, faut que tu prennes soin de ta santé mentale, que tu ailles voir un thérapeute si tu as des blessures qui datent de ton enfance. Et c'est pas la honte. Et c'est pas la honte du tout. Il faut qu'en tant que parent, tu rendes fier ton enfant. Parce que tu as confiance en toi, parce que tu prends soin de toi, parce que tu n'as pas honte d'aller demander de l'aide, parce que tu n'as pas honte de Jésus. Meilleur sera l'exemple que tu donnes à ton enfant, meilleure sera la relation que tu auras avec lui, meilleure sera son adolescence. Et sa vie d'adulte aussi. Et sa vie d'adulte. Parce que c'est un exemple en fait. C'est ça. Et puis montre-lui tes passions aussi. Si tu n'as pas envie qu'il soit passionné de rap violent comme les gens du collège, montre-lui la musique que tu aimes. Et puis essaye de trouver des musiques actuelles aussi, à la mode, qui peuvent te plaire, que vous pouvez écouter ensemble, des films que vous pouvez aller voir ensemble. Si tu n'as pas envie que ta fille regarde des films qui parlent de sexe sur Netflix, trouve d'autres films et emmène-la au cinéma, ta fille. Crée des moments d'intimité et précieux avec ton enfant pour qu'il y ait constamment cette relation de confiance qui soit entretenue. Il y aura des tensions, c'est pas grave, c'est normal, il faut vraiment se renseigner sur ce qui se passe dans le corps de ton enfant, ce qui se passe aussi dans le cerveau du parent, parce que c'est pas facile pour lui non plus de voir son enfant grandir alors que c'était un petit bébé il y a pas longtemps. C'est pas impossible de passer une belle adolescence et c'est pas impossible d'emmener son enfant jeune à Jésus sans le forcer, surtout. Et c'est pas impossible d'avoir un enfant qui a une meilleure confiance en lui que les autres. C'est pas impossible d'avoir un enfant qui ne se moque pas des autres. C'est possible d'avoir une belle relation avec son enfant et c'est important. C'est la base pour protéger ton enfant. Il faut que tu aies une belle relation avec lui. Et c'est vrai que j'imagine qu'il faut beaucoup de patience, que ce soit un ado ou un enfant, mais il faut beaucoup de patience et je pense que
Peut-être qu'il y a des parents qui culpabilisent, qui se disent oh punaise, ben moi j'ai pas parlé de sexualité à mon fils ou à ma fille, j'ai pas communiqué avec lui, j'ai peut-être été violent avec lui, qui ont des regrets en fait du passé avec leur ado, mais moi je crois que c'est toujours possible. Je pense que c'est peut-être plus difficile, mais c'est possible. Et je pense que c'est important aussi de... Enfin, je veux pas être là ou dire quoi faire, mais je pense que c'est important pour l'enfant aussi d'entendre son parent, son père, sa mère, demander pardon aussi. Des fois, quand il faut Très important. demander pardon. Donne l'exemple aussi. Exactement. Comment veux-tu que ton enfant te demande pardon si tu lui demandes jamais pardon? C'est ça. Et je trouve que ça, c'est un point tellement, tellement important. Et puis, tu as parlé de dialogue. Moi, c'est vrai que, je l'ai dit plusieurs fois, mais ma maman, elle était très ouverte et c'est ce qui nous a permis d'avoir une relation de confiance. Puis qui dure, maintenant que tu es adulte. Exactement, c'est ça. Et même si les relations parents-enfants ne peuvent pas être parfaites, des fois, peut-être que ton ado, il n'aura pas envie de te raconter sa journée, ses disputes avec les copines, ça. Et c'est normal, mais je pense que c'est important que l'ado sache qu'il peut faire confiance à son parent. Oui. Et de savoir qu'il est ouvert. Et puis s'il n'arrive pas à te parler d'un sujet en particulier, tu peux le diriger vers quelqu'un en qui il pourra avoir confiance, son moniteur à l'église, son pasteur ou une psy, peu importe. Mais voilà, s'il y a des sujets sur lesquels il n'ose pas te parler, moi je n'osais pas parler de sexualité avec mes parents, ok, c'est pas grave, tu vois. Mais ravale ta fierté, c'est pas grave si ton enfant il te parle pas de tout, mais montre-lui qu'il a le droit et que t'es pas vexé s'il en parle à quelqu'un de confiance, tant qu'il en parle. Tant qu'il en parle, complètement. Et tu disais aussi d'être un témoignage en fait par notre vie, par notre façon aussi parfois de parler, d'être. Et dans le livre que je lisais concernant les ados, il disait que en fait c'est important c'est bien d'instruire son enfant dans la foi, au sujet de Dieu, etc. C'est bien de raconter des histoires bibliques, mais c'est bien aussi de raconter des témoignages personnels. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et c'est important aussi, il en parlait, de prier pour son ado, même s'il est converti. Oui. Parce que ça ne veut pas dire que tout est acquis. Et il y a la tentation. Oui. Et peut-être aussi pour les ados qui ont donné leur cœur à Jésus, de prier pour les parents aussi. Oui. Je pense que c'est aussi important peut-être d'analyser aussi l'ado pour voir si... Tu sais, des fois, moi, ça m'arrivait de rentrer à l'école, d'être triste de certaines choses. Et ma mère, des fois, venait me voir, elle me disait « Mais t'es sûre que ça va? T'es sûre que... » Et quand t'es dans un climat de confiance, l'ado, il peut te parler. Ouais. Encore une fois, ça veut pas dire qu'il va tout te raconter, mais il peut t'en parler. Et je pense que c'est important d'être ouvert à ça et de savoir demander aussi à son ado « Est-ce que t'as passé une bonne journée? Est-ce que ça s'est bien passé avec tes copines? Est-ce que tu veux qu'on parle de quelque chose ?» Encore une fois, ça montre aussi qu'on est ouvert. Et ouais, ça c'est important. Et c'est clair, tout en laissant l'intimité à ton ado dont il a besoin et les temps calmes dont il a besoin. Toujours cette relation de confiance, en fait, ça te permet de connaître ton ado et de voir quand il va pas bien, parce que les adolescents, c'est les meilleurs acteurs du monde. Ouais. S'ils vont pas bien mais qu'ils ont pas envie que tu le saches, tu le sauras pas. Et des fois, tu as l'impression qu'il se passe un truc super grave dans leur vie, alors que c'est juste qu'ils n'ont pas envie de parler. Bon. Mais si tu connais bien ton ado, tu sais reconnaître les moments où ça va pas trop. Et s'il n'a pas envie de te raconter tout ce qui s'est passé à l'école, mais qu'il y a ce climat de confiance-là, il saura au moins te dire « Écoute, non, ça va pas, j'ai pas passé une bonne journée, mais j'ai pas envie d'en parler. » Et ça, il faut l'accepter, qu'il n'ait pas envie d'en parler. Par contre, tu peux l'accompagner. Ok, t'as pas envie d'en parler, mais on va faire un jeu ensemble si tu veux. Bon, je te laisse te poser un petit peu, aller souffler un peu dans ta chambre, et puis quand t'es prêt, tu viens, et puis soit on se regarde un film, soit on cuisine ensemble, soit on fait de la musique ensemble, ou du sport, faites l'activité que vous aimez faire ensemble, et ça lui fera du bien. Et soit ça va le pousser à te raconter finalement ce qui s'est pas bien passé, soit non, mais ça lui aura fait du bien,
et ça aura fait que sa journée se termine bien. Et ça entretient ce climat de confiance aussi. S'il n'a pas envie de tout raconter, c'est pas grave, mais il sait au moins que tu es là pour lui. Toi, ça fait combien de temps que tu es dans le service auprès des ados, dans l'église? Je pense que j'ai commencé le service en 2020. Ok. Mais on n'avait pas encore de bâtiment pour notre église, on était en période de transition et c'était encore période un peu sensible avec le Covid. Donc on a commencé avec l'équipe qu'on avait avant à faire des vidéos. Donc on avait un compte Instagram privé qui était réservé uniquement aux ados et on faisait des vidéos aussi sur WhatsApp, tout ça. On prêchait en vidéo en fait. Donc au début c'était un peu... il n'y avait pas de relation avec les ados. On avait essayé d'instaurer un système de parrainage où on avait chacun, je crois, 2 ou 3 ados. Les filles avaient des filles, les garçons avaient des garçons. Et on essayait d'instaurer un dialogue, tout ça. Mais il n'y avait pas trop de répondants, ce qui était normal puisqu'on ne se voyait pas à l'église le dimanche matin. Par contre, après, quand on a pu enfin avoir le bâtiment de l'église et qu'on a pu commencer à travailler avec les ados réellement, là c'est devenu génial. Quoi. On s'est beaucoup plus épanoui avec eux et il y a vraiment des relations de confiance qui se sont créées avec les ados. Donc, c'est là vraiment que le service réel a commencé. Et pourquoi ce service? Alors moi c'est toute une histoire, c'est un peu l'histoire de ma vie avec Jésus parce que quand je me suis engagée avec Jésus, je me suis très vite engagée moi à la louange. C'est un service qui me plaisait. Mais je pense que c'est un service dans la tête des gens vis-à-vis de moi. Les gens se sont dit, ça c'est son service, elle est faite pour ça, machin. Son appel. C'est son appel, la louange. J'ai même reçu des fausses prophéties par rapport à la louange. Mais j'aimais ça et j'aime vraiment, je le fais toujours auprès des jeunes, mais j'aime... chanter pour Dieu, machin, il n'y a aucun problème avec ça, mais j'avais envie de servir Dieu et de m'épanouir dans le service. Et très tôt, j'ai commencé à m'intéresser aux ados, mais j'étais vraiment très jeune. Je sortais tout juste de l'adolescence, donc c'était pas vraiment le bon moment, tu vois. J'avais des choses importantes dans ma vie, je savais pas que j'allais les vivre, mais il fallait que je les vive d'abord. J'avais commencé à me former par rapport aux ados, tout ça. Et puis il s'est passé ces événements dans ma vie qui ont un peu chamboulé tout ça. Mais derrière, tu avais toujours ces gens qui, oui, la louange, c'est ton appel, machin, bon. Et moi, ça me plaisait pas qu'on me dise ça. J'avais l'impression que les gens ne me connaissaient pas et ne savaient pas qui j'étais vraiment. Mais du coup, j'ai mis en stand-by cette idée de faire les ados. Je voulais faire les ados parce que j'étais tellement reconnaissante, moi, d'avoir eu des super moniteurs quand j'étais ado. Et je savais que la génération juste avant moi, dans notre église, n'avait pas eu de groupe d'ados. Et je me suis dit, il faut absolument que tous les ados du monde vivent ça, quoi. Mais bon, j'ai laissé en stand-by puisqu'on m'avait mis dans une classe de service et bon, c'était comme ça. Et puis, un jour, l'un de nos pasteurs est venu me voir de la part... aussi de notre pasteur principal, pour me dire, écoute Charline, on a pensé à toi avec ton mari par rapport aux ados. Et là, waouh, j'avais envie de pleurer, j'étais là, punaise, mais enfin le Seigneur me dit c'est bon, c'est le moment, tu vois. Et là, la passion, elle est revenue tout de suite. Et quand j'ai commencé, mais ça a été la révélation, quoi. C'est ça que je voulais faire parce que les ados, je les aime tellement, tu vois. Ils sont tellement attachants. Et j'aime essayer de les voir d'une façon différente des autres adultes qui disent de toute façon, c'est des ados, ils râlent, ils sont en crise. Ils font des bêtises, ils cherchent absolument à être en couple les uns avec les autres et machin. Moi, j'avais pas envie d'avoir ce regard-là sur les ados. Et j'apprends petit à petit à demander à Dieu, jour après jour, mais montre-moi comment toi tu les aimes et comment toi tu les vois et comment tu as envie qu'on s'occupe d'eux avec toute l'équipe. Et aujourd'hui, je suis trop contente parce que l'équipe, elle est géniale. Franchement, on est trop bien dans cette équipe. C'est une lourde responsabilité parce que tu dois apporter la parole de Jésus à des gens qui ne l'ont pas encore reçue. Tu dois essayer de leur montrer, sans les forcer, que Jésus c'est le chemin, la vérité, la vie, que c'est avec lui qu'ils peuvent être sauvés, machin. Donc c'est vraiment pas facile, t'as l'impression d'avoir le poids de leur salut sur les épaules un petit peu. Mais à la fois ils te le rendent tellement bien, quoi. Ils sont géniaux, les ados de l'église qu'on a. Voilà, je suis tellement reconnaissante pour ça.
Et toi? Je me rappelle plus exactement comment ça s'est fait. Il me semble que l'un de nos pasteurs m'avait contacté et qui m'avait dit oui, j'ai pensé à toi pour ce service auprès des ados. Moi, je savais que tu étais dans ce service-là. Et dans le service aussi, il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus, il y avait aussi un couple du coup qui fait partie de la famille de mon mari, qui était dans ce service-là aussi. Et moi, j'aimais trop échanger au sujet des ados. Bon, comment ça se passe avec les ados, vous parlez de quel sujet? Et je trouvais ça trop intéressant en fait. Parce que moi, du coup, j'ai pas du tout connu le groupe d'ados quand j'étais ado. Voilà, j'ai pas grandi dans une église, donc je l'ai pas connu. Et moi, je trouvais ça trop bien, le fait qu'il y ait un groupe, qu'il y ait des moniteurs qui parlent des sujets autour de la foi, tout ça. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit waouh, c'était presque une évidence en fait. Mais je me suis dit, bon, je vais quand même prier pour ça, je vais en parler avec mon mari, etc. Donc j'ai accepté. Et donc au début, la première année, on est aide-moniteur, on n'est pas moniteur, on n'apporte pas de message, on accompagne, etc. Un des pasteurs m'avait dit, tu vois comment ça se passe. Et puis en fait, j'étais trop bien avec les ados. Et en fait, moi, comme j'ai pas très bien vécu mon adolescence, j'ai trouvé ça tellement important d'avoir ce service-là dans l'église, de pouvoir avoir des moniteurs qui parlent de tout ouvertement, toujours centré sur la parole de Dieu. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Et en fait, c'était une évidence. Et du coup, l'année d'après, Alexandre nous a rejoints. Et tous les deux, on est tellement heureux d'être auprès des ados. Et comme tu dis, c'est aussi une responsabilité parce que tu apportes la parole. La Bible, c'est quelque chose de sérieux. Tu peux pas dire n'importe quoi entre guillemets. Mais en même temps, il faut s'adapter en fonction de ce que vivent les ados, de l'adolescence. Oui, parce qu'ils sont tous différents. Ouais, c'est ça. T'en as qui ont donné leur cœur aussi à Jésus. T'en as qui l'ont pas donné. Il faut vraiment s'adapter. Moi, je pense personnellement que on peut choisir de servir auprès des ados. C'était un pasteur qui avait dit ça et ça m'avait vachement marqué. Mais c'est les ados aussi qui te choisissent. Ah oui, mais oui. C'est une relation qui se crée et s'ils n'ont pas envie d'avoir une relation avec toi, c'est ça. Ils viendront pas déjà. Ça veut pas dire que tu vas créer une relation entre guillemets unique avec tous les ados. Parce qu'il y a des personnalités différentes. Puis c'est un piège aussi de vouloir créer une relation parce que tu te perds. Puis t'es pas là pour être leur sœur ou enfin tu la vois, maman aussi, surtout leurs parents parce que tu as envie d'être leur sœur en Christ en devenir parce que tu veux qu'ils rejoignent la famille de Dieu, tu vois, mais on n'est pas leurs parents, on n'est pas là pour les flinguer dès qu'ils font une bêtise. Il faut vraiment cette relation de confiance, mais quand même avec du recul. C'est un service qui est délicat, c'est beaucoup de travail, mais je trouve ça tellement passionnant. C'est ça. Je suis vraiment reconnaissante envers Dieu parce qu'on a, mais on a le meilleur groupe d'ados, toute église confondue. Non mais vraiment, quand ils viennent te dire ah ouais, j'ai bien aimé ce que tu as apporté, je peux te parler d'un sujet, j'ai besoin, là tu te dis merci Seigneur. Mais c'est ça en fait, t'as tout réussi en fait. Quand tu arrives à faire en sorte qu'un ado, il ait suffisamment confiance en toi pour te demander de prier pour lui. Même s'il ne te raconte pas son histoire, c'est pas grave, mais de prier pour lui. Quand tu as des ados qui viennent te parler de leur addiction, de leur problème de harcèlement, on a une ado qui vient souvent nous demander de prier pour ses amis. Moi, j'ai eu des doutes en fait par rapport à ça. Je me disais, mais au début, mais je suis pas capable, mais comment ça va se passer, et si ça se passe pas bien, et si... Et en fait, je pense que quand on veut s'engager dans ce service-là, faut pas vouloir à tout prix plaire. C'est pas facile, mais ça m'apporte beaucoup parce que ça me pousse aussi à la réflexion. Forcément, tu t'intéresses aussi à l'actualité. Ça me permet aussi d'évoluer, je trouve, dans ma relation aussi avec Dieu. C'est clair. Parce que quand tu dois apporter un message, tu dois faire des recherches, tu dois vraiment lire la parole. Il faut que ça les intéresse en fait. Parce que si tu commences à parler d'un youtubeur que toi tu regardais quand tu avais 14 ans alors que aujourd'hui il est ringard, tu les perds tout de suite quoi. C'est clair. Mais s'ils voient que tu t'intéresses
à ce qui les intéresse. Que tu apprends à aimer ce qu'ils aiment. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Si t'es juste là pour les surveiller, pour pas qu'ils fassent de bêtises, ça marche pas. Bon, mais merci copine, je suis trop contente d'avoir partagé ce sujet avec toi. Merci à toi. Et puis bon, je pense que ça sera sur plusieurs parties. Mais c'est tellement, on aurait pu dire encore tellement de choses sur ce sujet. C'est clair. Ouais, j'espère vraiment que ça encouragera des ados, que ça encouragera des parents, même des moniteurs. Et merci d'être là, merci aussi aux personnes de nous avoir écoutés, d'avoir pris le temps. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain épisode sur le podcast Style de vie.